Face à Clémentine Autain, députée écologiste et sociale de la Seine-Saint-Denis. Bonjour, je vous en prie, installez-vous. Cofondatrice du mouvement L'Après, vous venez de publier L'avenir, c'est l'esprit public aux éditions du Seuil. Ce livre, on le verra, c'est un programme. Vous êtes fait rare sur les plateaux depuis votre départ de LFI il y a un an, donc on est ravis de vous retrouver. Bonsoir Yves. Bonsoir Roselyne. Et la question du soir, qui pour 2027 à gauche? La candidature commune que vous appelez de vos voeux, Clémentine Autain, est-elle possible à gauche? Est-elle capable de s'unir ou pas, Yves? Ça va être très difficile à mon avis, comme la droite d'ailleurs, ça va être très difficile qu'elle s'unisse. Parce que on le voit, il y a toujours eu plusieurs gauches, comme disait Manuel Valls, des gauches irréconciliables. Et là, on voit que ces gauches sont de plus en plus divisées à cause du comportement d'un de ses leaders, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, et qui eh bien, ne plaît pas évidemment à l'ensemble de la gauche, puisqu'il a plutôt tendance, plutôt que de réunir, à diviser, y compris d'ailleurs à l'intérieur de la France insoumise, dans la sphère à laquelle appartenait un temps Clémentine Autain, et qui, elle, a pris ses marques depuis fort longtemps. Elle fait partie des dissidentes, mais est-elle encore dissidente aujourd'hui, d'ailleurs? Et où est-elle? C'est ça qui serait intéressant Elle va nous répondre. Elle est là pour répondre. Elle n'est plus, si vous voulez, dans la mouvance Jean-Luc Mélenchon, plus du tout dans le discours de Jean-Luc Mélenchon, mais elle n'est pas non plus, me semble-t-il, dans le discours qui est appelé de ses voeux par le Parti socialiste, qui est un discours social-démocrate, ou social-libéral pour certains d'ailleurs, hein, il faut faire des distinctions, et qui est tenu par quelques classiques du Parti socialiste d'aujourd'hui. Elle est entre les deux. Donc c'est vous dire, ça montre, si vous voulez, l'éventail de toutes les réflexions et de toutes les, je dirais, de toutes les gauches. Et moi, j'en vois 3 ou 4, parce que à cela s'ajoutent évidemment les écologistes et les communistes. Est-ce qu'ils se rangent derrière la France insoumise? Aujourd'hui, ils sont plutôt du côté de la France insoumise. Ou au contraire, est-ce qu'ils décident d'aller seuls au combat, par fierté, par, je dirais, l'effet du drapeau? Alors, Clémentine Autain, comment vous rassemblez tout ce beau monde? Si on veut rassembler, c'est qu'il y a différentes familles politiques, par définition. Donc, je pense qu'il peut y avoir de la diversité et de l'union. Et cette union, aujourd'hui, elle est indispensable parce que c'est une condition sine qua non pour renouer avec la victoire. Sinon, c'est défaite assurée, c'est ça que vous nous dites. Sinon, c'est l'esprit de défaite qui va dominer. D'ailleurs, je ferai remarquer à Yves Tréhard qu'à droite, à l'échelle internationale, on voit aussi des alliances de droite qui sont très différentes. Des conservateurs chrétiens qui s'allient avec des populistes d'extrême droite et d'autres encore, une autre famille politique qui peut exister à droite avec ces libertariens, ce techno-féodalisme. C'est vrai que ça, depuis Sarkozy, on ne voit pas trop comment à droite on pourrait rassembler large. C'est leur problème. Oui. Mais moi, ce que je vois, c'est mais on voit bien que c'est une question de personne quand même. Non, c'est de leader. Non, c'est là aujourd'hui, à gauche, c'est une question de responsabilité. C'est prendre la mesure du tragique de l'histoire qui se déroule devant nous, où, avec la vague Trump, nous voyons la catastrophe sous nos yeux. C'est une question aussi de ligne politique, Clémentine. Sûr, tout à fait. On ne peut pas dire que la ligne politique défendue par Jean-Luc Mélenchon, par exemple, pour prendre que lui, c'est assez facile, soit tout à fait la même que celle de Boris Vallaud, qui aspire à être le patron du Parti socialiste. Eh bien, je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui deux gauches irréconciliables. Et d'ailleurs, Manuel Valls, qui l'a théorisé si fort, je signale qu'il est aujourd'hui à faire des tribunes avec Monsieur Retailleau, vous voyez, où ça l'a conduit. Mais lui, il est sorti du champ. Voilà, mais effectivement, lui, il était juste irréconciliable avec la gauche. Donc, il y en a peut-être qui sont irréconciliables avec la gauche, mais je pense que la situation politique aujourd'hui rend l'union sur des bases solides possible. Et sur de très nombreux sujets, même un qu'on n'attendait pas forcément, qui est la question internationale, sur laquelle on a dit il y a un schisme, vous savez, il y a ceux qui sont atlantistes, les autres qui sont pro-Poutine, on ne va pas s'en sortir, mais vous voyez que la situation a tellement bougé que plus personne ne peut être atlantiste, c'est-à-dire soumis, enfin en tout cas idéalisant les États-Unis et ravi de l'OTAN, puisque c'est terminé, et de l'autre côté, plus personne ne peut être naïf sur les volontés de Poutine et être enfermé dans une forme d'aveuglement ou de campisme. Donc c'est le moment de redéfinir ensemble une doctrine. De la même manière, je crois que la majorité des socialistes aujourd'hui, qui ne sont pas allés dans l'aventure de Macron,
savent qu'il n'y a pas de solution pour améliorer le quotidien des Français si on ne sort pas des politiques néolibérales et d'austérité. Donc, vous voyez, ce qui était au fondement des deux gauches est aujourd'hui caduque, et elle est caduque sur le fond, je veux le croire, il faut le vérifier, mais je veux le croire. Et d'ailleurs, l'année dernière, nous étions 9 millions à nous rassembler autour d'un programme avec des candidatures communes, et nous avons déjoué les pronostics, puisque les sondages expliquaient que l'extrême droite allait vraiment tout remporter. Nous sommes arrivés en tête. Depuis, on n'a pas été à la hauteur de la situation, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quasiment 8 ou 9 mois après, on a envie de dire arrêtez les conneries. On a envie de dire arrêtez les conneries. Oui, mais mettez-vous autour d'une trappe et travaillez. Clémentine, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez sur le front économique? Qu'est-ce que vous proposez sur le front sécuritaire, sur le front de l'autorité de l'État? Comment vous restaurez, si vous voulez, l'autorité de l'État? Et avec un programme économique qui, je sais, le vôtre, est extrêmement dépensier, et alors que la France est endettée. Comment vous faites pour essayer de concilier l'autorité de l'État et un programme économique qui tienne la route, et qui ne mette pas la France par terre? Je pense que ceux qui ont mis la France par terre pour l'instant, ce sont les prétendus Mozart de la finance. Ils nous ont mis littéralement dans le rouge. Les Mozart de la finance, est-ce que vous faites mieux qu'eux? Oui, et j'ai écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle L'esprit public. Et je pense même que c'est pas très compliqué de faire mieux que Emmanuel Macron. C'est votre programme, on va être clair, c'est votre programme pour 2027. Voilà, exact. C'est une pierre au récit commun. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait une issue commune. Sans cette issue commune, il n'y a pas de possibilité de victoire. Donc c'est ça qu'il faut, c'est rassembler. Donc c'est vrai que je ne cherche pas à cliver, je cherche à rassembler. Moi, je voudrais savoir ce que vous faites. Ça paraît assez difficile de rassembler et vos amis, vos anciens amis de la France Insoumise. Je vais vous dire sur le fond. Et le Parti socialiste. Eh ben, je ne suis pas d'accord avec vous. Comment vous faites? À partir de quelle base? Alors vous allez me dire, c'est à partir de l'action de l'État, peut-être. L'esprit public, je vous dis ce qu'il y a dans l'esprit public, c'est une économie du partage, de la mise en commun qui respecte la planète. C'est un État stratège qui planifie et qui aussi, si on veut s'en donner les moyens, est capable de réformer l'impôt, de changer les aides publiques aux grandes entreprises pour arrêter de dilapider l'argent pour le mettre au service des hyper riches. Et enfin, c'est la démocratie sur laquelle le président de la République s'est littéralement assis. Je pense qu'à partir de cette façon de raviver l'esprit public qui fait partie de l'histoire de France et de l'histoire de la gauche, il y a matière à construire un projet commun. Et les propositions concrètes, nous en avons vu une il n'y a pas très longtemps, Yves Tréhard, avec ma collègue Eva Sas, nous avons fait adopter la taxe Zuckman, c'est-à-dire un impôt plancher pour les ultra-riches à hauteur de 2% et qui ferait rentrer dans les caisses de l'État entre 15 et 25 milliards d'euros. Ça passe au Sénat. Alors, à mon avis, en juin. Là où vous pouvez... Je vous donne un exemple. Là où vous pouvez frapper juste, à mon avis, c'est effectivement sur l'action de l'État et sur les services publics qui sont aujourd'hui assez fatigués, exsangues. L'éducation, la santé, là où il y a eu des promesses régulièrement depuis 30 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans presque, parfois, avec des services publics qui soit sont délités, dans lesquels il n'y a plus l'autorité, dans lesquels ne correspondent plus à la réalité, je dirais, sociologique d'aujourd'hui. Donc là, il y a probablement un travail à faire. Il y a probablement, de la part de la gauche, un discours à avoir qui peut rencontrer une adhésion. Néanmoins, j'ai du mal à voir avec quel argent et quel financement vous pouvez faire tout ça sans augmenter de façon inconsidérée les impôts. Nous allons augmenter les impôts de ceux qui ont vu leurs impôts baisser sous Macron et de manière considérable. Donc vous allez relancer la machine à taxation, comme la gauche le fait régulièrement et qui met la France par terre. Yves Tréhard, quand vous dites les impôts, les taxes, c'est pas ciblé pour savoir qui les paye. Donc que les Français en aient ras-le-bol d'en payer toujours plus pour avoir toujours moins de services publics, c'est bien normal. Parce que ce qui paie aujourd'hui, c'est le fait qu'on ait allégé les impôts pour les hyper riches. De manière continue et depuis plusieurs décennies, qu'on dilapide l'argent public dans des aides à des grands groupes économiques qui font des profits, qui n'embauchent pas, pour entendre qui le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, sur cette agression d'une prof. Pour un contrôle inopiné de sacs, notamment de cartables, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les armes blanches, ça se multiplie. Je le redis, je le répète, l'école doit être un sanctuaire. L'école, c'est le cœur battant de la République. L'école, c'est pas un lieu, il doit y avoir des risques. Il ne doit pas y avoir des armes, par exemple des armes blanches qui sont introduites. Donc évidemment, je pense qu'il va falloir trouver
celles et ceux qui ont fait cela et pouvoir les punir. Voilà, parce que l'école, encore une fois, doit être protégée. C'était court. Le ministre Bruno Retailleau en déplacement en Loire-Atlantique qui réagissait donc à l'agression d'une professeure d'EPS en région parisienne mardi, agressée par d'anciens élèves de 13 ans qui ont tenté de l'étrangler. On parlait de l'autorité de l'État, voilà, en étant plein dedans. Oui. Et ça s'inscrit d'ailleurs... Et dans des le moyens nécessaires à cette autorité. Ça s'inscrit dans le propos que je tenais à Clémentine, c'est-à-dire que effectivement la gauche, si elle peut se reconstruire, elle peut se reconstruire à partir de l'autorité de l'État, à partir de l'action de l'État au service du public. Le seul problème de la gauche, c'est que et ça, c'est pas un problème récent, c'est un problème qui a toujours existé. C'est que quand vous voulez faire que le service public, que l'action de l'État soit plus performante, qu'elle soit plus proche d'une certaine façon des Français, et ben souvent vous actionnez évidemment l'impôt, vous actionnez des taxes, et ça très souvent, eh bien, c'est historique. Ça décourage les investisseurs, ça décourage les acteurs économiques, et puis finalement, ça aboutit, eh bien, à un endettement supplémentaire de la France. Et c'est ça le problème de la gauche, que la gauche n'a jamais réussi à résoudre. Moi, je veux savoir ce que vous faites de Jean-Luc Mélenchon quand même. Attendez, je vais répondre parce que c'est très intéressant comme débat. On ne fait pas le même diagnostic. Moi, je pense que c'est précisément la politique de l'offre, la marchandisation de tout et n'importe quoi qui nous a conduits dans le mur. Et donc aujourd'hui, le diagnostic que je pose, c'est que cette marchandisation, elle asphyxie le quotidien des Françaises et des Français qui voient leur gare fermée, leur école fermée, le non-remplacement des enseignants à l'école, les hôpitaux qui sont saturés avec des urgences où maintenant on meurt sur des brancards, etc., etc. Quand la puissance publique n'est même pas capable de faire face à des plans de licenciement de masse parce qu'elle n'a pas de stratégie industrielle, qu'elle n'est pas capable d'investir pour la transition écologiste, on se dit qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion et que tout est en train d'être dépecé, mangé par la logique du marché, la loi du profit. Donc pour moi, l'essentiel d'un discours de gauche, c'est de dire nous allons remettre de l'esprit public pour partager ces richesses, protéger les citoyennes et les citoyens. Quant à l'autorité, vous avez raison de la poser, cette question de l'autorité. Le mot perd parfois un peu de son histoire. Ça veut dire augmenter. Hein, ça vient du mot augmenter. Donc l'autorité, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, c'est quelqu'un qui est capable de vous élever d'une certaine manière. Et donc pour moi, le manque d'autorité de l'État, ou parfois des instituteurs, des professeurs dans l'école, c'est aussi parce que la promesse républicaine, la capacité des institutions à servir les besoins des Françaises et des Français, de la population, d'être capable de les élever, eh bien, elle est malmenée. Et donc, si on veut restaurer l'autorité, c'est pas en empilant des lois sécuritaires, mais c'est en étant capable de redonner du sens à pourquoi nous sommes ensemble et du sens aux institutions et de la capacité d'agir. Alors, avec ce discours-là, je veux bien que sur votre droite, c'est-à-dire le Parti socialiste, une partie peut-être des écologistes, vous arriviez à trouver des soutiens, mais sur votre gauche, en revanche, ça me paraît beaucoup plus difficile. Et Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que vous en faites? Qui n'a pas du tout ce discours-là, effectivement, qui a un discours vous lui avez envoyé votre livre? Pour le moins communautariste. Vous lui avez envoyé votre livre? Alors d'abord, je pense que si Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, je m'intéresse, pardonnez-moi, davantage aux militants insoumis, aux sympathisants insoumis, c'est à elles et à eux que j'ai envie aussi de m'adresser. Je pense qu'ils retrouveront un discours qui fait partie aussi de ce qui a été l'histoire de l'insoumission. J'entends bien que vous ne voulez même pas prononcer le nom de Mélenchon. Juste précision pour les téléspectateurs, le boulet de la gauche pour 2027, je précise, c'est François Ruffin qui a utilisé cette expression. On le cite, vous pourriez la reprendre à votre compte. Non, mais je comprends que ça vous intéresse en boucle de parler de la dernière... que chacun se mette à commenter la dernière... Vous parlez d'une candidature commune à gauche. Il se trouve qu'aujourd'hui, à gauche, Jean-Luc Mélenchon prend beaucoup de place. Jean-Luc Mélenchon dit qu'il y aura une candidature insoumise à la présidentielle. Voilà. Il ne dit pas il faut une candidature de rassemblement. J'ai un désaccord avec lui. La vôtre serait contre. Mais c'est pas la mienne. Il faut construire une candidature commune. Peut-elle être unique? Je l'espère. Si elle ne l'est pas, si les Insoumis décident de continuer à faire bande à part, je le regrette. Et jusqu'au bout, je suis pour qu'on garde une chaise pour que absolument on ait réussi à faire tout le spectre. Ce qu'on a en face de nous, vous m'entendez, c'est une vague brune d'une violence
extraordinaire. Ça, vous n'arriverez pas. Vous n'arriverez pas à vos fins vis-à-vis notamment de l'électorat si vous n'arrêtez pas de dire vague brune, vague brune. Il faut que vous ayez un discours constructif et je dirais. Il me semble que jusqu'avant, je vous offensif. expliquais ce que je voulais. Non, mais bien sûr, mais pas un discours défensif. Simplement, moi, ce qui m'inquiète dans votre, ça m'inquiète pas, mais je me dis jamais vous arriverez à rassembler parce que c'est exactement comme d'ailleurs d'une certaine façon à droite, mais comment vous faites pour vous passer de Jean-Luc Mélenchon? Comment vous faites pour vous exonérer du Parti socialiste, qu'il y ait un candidat du Parti socialiste? Comment, dans la méthode, comment vous faites pour qu'il y ait un candidat qui représente ce que vous dites? J'entends bien, il faut convaincre d'abord Olivier Faure, qui est pour l'instant secrétaire national et probablement, il est candidat à sa succession et on peut présupposer que peut-être il va être élu. En tout cas, lui dit qu'il faut une candidature de rassemblement. Marine Tondelier, sur tous les tons, elle a dit qu'il fallait une candidature de rassemblement. Moi, François Ruffin, Alexis Corbière, mes amis de l'après que nous avons construit et mis en place après avoir été remerciés fort peu aimablement de la France Insoumise, ce que je regrette, nous disons il faut une candidature commune. Bon, s'il y a une primaire commune, vous serez candidate? Surtout, pardonnez-moi, surtout dans le pays, je pense que cette aspiration à l'union, elle est ultra majoritaire. Donc ce qui compte maintenant, c'est de faire grandir cette aspiration, de lui donner un début de concret. Et s'il y a de la dynamique politique autour de ce travail-là, je pense que nous devons emporter l'ensemble des gauches et des écologistes. Est-ce que vous seriez capable, est-ce que vous seriez volontaire pour vous-même porter ce projet, justement? Vous l'êtes. Moi, je suis volontaire pour être utile à ce projet de rassemblement. Vous pourriez être candidate pour parler clairement. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, on est dans une stratégie de la défaite. Voilà, et en particulier la France Insoumise, qui en effet, peut-être est moins qu'avant portée sur des thèmes qui concernent le quotidien des Français et défend des problématiques les unes après les autres qui se ressemblent et s'éloignent aussi d'un certain nombre de préoccupations quotidiennes des Français sur la vie chère, sur l'industrie. Ça serait bien qu'on se mette autour d'une table tous ensemble et qu'on soit capable de s'adresser aux Français sur les sujets principaux qui concernent le quotidien des Français. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. En écrivant ce livre, je veux contribuer à ce récit commun et je mettrai toute mon énergie jusqu'au dernier moment pour qu'on y arrive. Est-ce que vous êtes favorable à une primaire qui rassemblerait toutes les tendances de la gauche? Je pense qu'il faut trouver... Je suis on a fini. favorable à un mode de désignation démocratique pour une candidature unitaire des gauches et des écologistes en 2027. Merci beaucoup à tous les deux, Clémentine Autain. L'avenir, c'est l'esprit public, c'est chez Seuil. Merci à vous de nous avoir suivis.